est 19 h, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. L'huissier les avait prévenus. Les familles installées illégalement sur le site du marais de Paea ont été expulsées ce matin sans heurts, mais fermement par une cinquantaine de gendarmes. Les voiliers vont-ils finir par ne plus venir en Polynésie française? Il faut dire que l'accueil y est de moins en moins chaleureux. Des touristes ont été menacés avec une arme blanche. Que dit la législation? Il y a des zones de mouillage, sinon il faut une autorisation du pays. Les soldes vont-elles connaître le succès qu'elles méritent? Peut-être pas. La crise sanitaire risque de prendre le dessus sur les prix cassés. Affaire à suivre. Votre rendez-vous avec le porte-parole des médecins libéraux, c'est ce soir. Didier Bondou répondra aux questions que vous vous posez sur le coronavirus. Dans un instant, il sera en direct via Messenger. Elle est loin de son île natale aux Australes, mais Reimata, installée en Bretagne depuis 38 ans maintenant, continue de parler de Rurutu à travers ses poteries, une nostalgie qu'elle rend vivante sur l'argile. Vous les avez peut-être vus à Paea, une dizaine de familles qui revendiquent les terres du Marearahurahu étaient installées depuis 4 mois maintenant sur le site. Ce matin, 50 gendarmes accompagnés de la police municipale de la commune ont expulsé tous les squatteurs qui s'étaient trouvé un nom. Polynesian Kingdom of Ato'oi traduisait le royaume polynésien d'Ato'oi il y a 1 mois. Le tribunal administratif leur avait déjà demandé de quitter les lieux suite à un recours déposé par le pays. Tout s'est déroulé dans le calme. Sandroli, Marcel Bonou. À 6 h ce matin, une première négociation a eu lieu entre l'huissier et le chef des lieux, le roi du district de Paea, Bernard Tayori. Donc aujourd'hui, il faudra partir du site, ramasser vos affaires et faire valoir. Non, c'est aujourd'hui. Ils sont invités à récupérer leurs affaires personnelles, chacun son tour. Sinon, elles seront retirées par des déménageurs et stockées dans un entrepôt où ils pourront les récupérer plus tard. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Vous étiez surpris ce matin? Oui, on peut dire comme ça. Et ce soir, vous allez coucher où? On rentre chez nous, hein. Ce soir, on verra après. Pour moi-même, j'en ai autant d'affaires dans mon chapiteau. Mais je ne vais pas ramasser. Je les laisse. C'est eux qui ont voulu nous débarrasser. Vas-y, débarrasser. Mais seulement ma guitare, c'est mon ami. L'opération s'est déroulée dans le calme et sans difficulté. Le site était occupé illégalement depuis le 9 juin. Le pays avait alors saisi le tribunal administratif le 30 juillet dernier, qui lui a donné raison. Les gens qui étaient sur le site avaient 48 heures pour quitter le site. L'huissier a constaté, lors de ses passages le 11 septembre et le 15 septembre, que ces gens n'avaient pas quitté les lieux. Il a dû signifier le commandement de quitter les lieux aux personnes sur place. Et le haut-commissaire a accordé le 16 septembre dernier l'autorisation du concours de la force publique pour que les choses se passent le plus sereinement possible. Le représentant de Polynesian Kingdom of Ato'oi est arrivé vers 8 h car l'accès a été fermé à 6 h par les forces de l'ordre. Pour lui, c'est une violation internationale. Ce n'est pas un tribunal qui va nous juger. Ce n'est pas ça. Un souverain, un royaume ne peut être jugé. Il faut une cour suprême, quand je le précise chaque fois. Il faut une cour suprême. C'est la seule chose. J'ai décidé de rester ici, de ne pas quitter le territoire. D'après nos ancêtres, tu as pardon. Il a dit, ainsi que les membres du Polynesian Kingdom of Ato'oi, ils ne lâcheront pas l'affaire. Ils reviendront plus tard sur les lieux, accompagnés de leur ambassadrice, actuellement à Taha'a. Et les membres du Royaume ont annoncé vouloir porter plainte devant la Cour internationale de justice contre le pays, l'État, le maire de Paea et la gendarmerie. La tension monte de plus en plus entre les propriétaires de voiliers et certains riverains. Une vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle montre un piroguier qui brandit un couteau en passant à côté d'un voilier au mouillage à Moorea, une menace qui fait peur. Quelle est la réglementation en vigueur? Dans quelle mesure le mouillage est-il autorisé? Alors que le secteur du tourisme peine à retrouver des couleurs, les voiliers pourraient finir par déserter le pays. On fait le point tout de suite avec David Chang et Hirote Rorotua. Les voiliers en mouillage en Polynésie continuent de faire polémique. Sur cette photo, l'homme sur le paddle a ordonné à des touristes à Moorea de partir, un couteau à la main. Je crois que c'est un ras-le-bol de la population. À un moment donné, si tu acceptes un voilier, eh bien, ça va faire 20 voiliers là-bas. Parce que tous ces voiliers-là, justement, se mouillent dans des zones interdites.
Un avis contredit par l'association des voiliers en Polynésie qui revendique son droit au mouillage ailleurs que dans les marinas. La plaisance, c'est aller d'une commune à une autre, d'aller d'un mouillage à un autre, mais sûrement pas d'aller d'une marina à une autre marina. Personne ne fait le tour du monde des marinas. Il me semble que le tourisme nautique rapporte 4,5 milliards par an. Et je ne parle pas de charter, je parle uniquement du tourisme nautique, des plaisanciers. Est-ce qu'on a le loisir actuellement de se passer de cette manne? Mais alors, où les plaisanciers ont-ils le droit de mouiller? Pour ce qui est de Fa'a et Punaoya, le port autonome a délimité en vert la partie du lagon où les voiliers peuvent poser leur ancre. Le reste de la Polynésie est soumis à la réglementation du pays auquel il faut solliciter le droit d'occupation, moyennant redevance. Les communes ont quant à elles le pouvoir de police sur une distance de 300 mètres à partir du rivage. Elles peuvent également faire appel à la Direction polynésienne des affaires maritimes si elles souhaitent une réglementation spécifique dans certaines zones. La problématique de Bora, par exemple, ou des îles sous le vent où il y a beaucoup de circulation, n'est pas la même qu'une commune des Tuamotu, où il y a moins de circulation. Donc il y a des communes qui ont souhaité mettre en place des zones dédiées pour le mouillage. À Mahina, la municipalité a demandé 7 semaines aux plaisanciers amarrés dans sa zone de police de quitter les lieux car ils gênaient l'activité des pêcheurs. Le maire travaille sur une nouvelle réglementation avec la DEPAM. Et oui, sachez que si les plaisanciers sont hors zone de mouillage, ils peuvent rester 48 heures sans autorisation. Et demain, le président de l'association des voiliers de Polynésie française que vous venez d'entendre, Arnaud Jordan, sera justement l'invité Café d'Ibrahim Ahmed Aziz à 7h10. Et voici les derniers chiffres de l'épidémie du coronavirus en Polynésie. 1407 cas cumulés ce soir depuis le 15 juillet. Donc, il reste encore 227 cas actifs. 18 personnes sont hospitalisées et on compte 5 décès. Didier Bondou, bonsoir. Vous êtes le président des médecins libéraux. Vous répondez aux questions des internautes chaque semaine. Merci d'être en direct avec nous ce soir depuis Paris. D'abord, une première question. Vous le savez, la Polynésie compte désormais 5 décès liés au Covid-19. Est-ce que les autorités font ce qui doit être fait pour limiter au maximum la propagation du virus ? Je pense que sincèrement, les autorités font le maximum, d'autant qu'on est dans une situation un petit peu nouvelle, à savoir que le virus circule maintenant. Donc il faut absolument qu'on arrive avec la coopération de nos confrères aussi libéraux comme en public, tester les gens maintenant qui sont symptomatiques et ne plus se contenter également de tester les gens en contact uniquement. Maintenant au niveau des décès, malheureusement oui, on déplore des décès dus à cette maladie. Comme d'autres maladies infectieuses également, il ne faut pas se leurrer, et toute maladie infectieuse est susceptible d'entraîner la mort chez certaines personnes fragilisées. Alors, on a une première question de Lise ce soir qui nous parle de nouveau des masques. Est-ce que les masques en tissu protègent quand même un peu plus que les visières ? Bon, un peu plus, oui, sincèrement. La visière, je pense qu'il faut considérer ça comme le porteur de la visière se protège de l'individu qui est en face de lui, au même titre qu'une vitre en plexiglas. Mais le masque en tissu, oui, est toute protection du visage avec un masque en tissu est bonne. Maintenant, il faut ne pas oublier de le laver, de le nettoyer, de changer régulièrement dans la journée. Une autre question de Teva. On va porter le masque combien de temps ? Est-ce qu'il ne faut pas l'enlever à nos enfants que l'on torture alors qu'ils ne craignent rien ? Question où il y en a beaucoup dans cette question-là. Effectivement, le masque, eh bien, on cessera de le porter quand le virus cessera de circuler de façon intensive au niveau du fénois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le port du masque est conseillé aux enfants au-delà d'un certain âge. Évidemment, les petits ont du mal à le garder éternellement dans la journée, mais il ne faut surtout pas oublier que l'enfant est potentiellement contaminant, c'est-à-dire qu'entre eux, il y a très peu d'échanges de virus. Par contre, le retour d'un enfant à domicile porteur potentiel du virus pourrait contaminer des adultes. Ceci étant, le port du masque dans d'autres pays se déroule tout à fait bien. C'est une question d'habitude prise. Dans les pays asiatiques, les enfants portent le masque sans aucun problème. Pourquoi les obèses, demande Hayata, peuvent-ils davantage mourir du coronavirus ? C'est toute la problématique du fénois. On sait que le pourcentage de personnes en surpoids et en obésité majeure et morbide est importante. Il faut savoir que tout obèse est une personne à risque vis-à-vis de toute infection, qu'elle soit virale ou microbienne. Ils sont plus sensibles aux infections microbiennes cutanées ou pulmonaires. Il en est de même pour les virus comme la grippe et donc le Covid en fait partie. Uniquement déjà l'obésité. Ils font plus facilement des problèmes de thromboembolie, d'embolie pulmonaire, de thrombose, mais ceci se rajoute à cela en plus les comorbidités qu'ils pourraient avoir, diabète, hypertension, etc. Et enfin, dernière question, Didier Bondou, Thierry voudrait savoir si quand on a été malade une fois, on peut être sûr qu'on ne le sera pas une deuxième fois.
Rien n'est sûr, tout porte à penser, vu les études qui sont menées en ce moment, qu'il y a peu de risques de l'avoir une seconde fois, sauf que ce virus peut muter, au même titre que la grippe. Donc peut-être qu'on n'aura pas les défenses immunitaires suffisantes pour ne pas être réceptif à une deuxième épidémie, la deuxième SARS-CoV-2. Mais tout ça est dans l'expectative. Il semble qu'il y ait quelques cas à Hong Kong où des gens ont pu rattraper un épisode de Covid une deuxième fois plusieurs mois après. Mais tout ça, et on est dans l'expectative, des études sont faites en ce moment pour essayer de chercher là-dessus. Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions ce soir. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci. Vous avez très certainement prévu d'en profiter. Les soldes ont débuté ce matin avec des remises pouvant aller jusqu'à 70% dans certains magasins. Et ce jusqu'au 11 octobre prochain. Vous savez qu'il y a 2 périodes de soldes dans l'année. C'est donc la deuxième et elle a démarré plutôt doucement. Encore une fois, le risque sanitaire y est sûrement pour quelque chose. Vous allez le voir, la foule n'était pas au rendez-vous. James O. Jérôme. C'est le début des soldes et pourtant, il y avait peu de monde dans les magasins du centre-ville de Papeete. C'est calme, l'affluence est encore timide. L'engouement ne semble pas vraiment au rendez-vous en ce premier jour des soldes. Vous savez que les soldes ont commencé ? Oui, on a vu sur les réseaux sociaux et aussi là en ville quand on est venu. Et alors, vous avez constaté que les prix avaient baissé ? Oui, ils ont bien baissé, surtout pour des boutiques comme Surfrider où normalement les prix sont très élevés. En général, c'est quand même plus du moins 20. Mais là, il y a des magasins comme ici où c'est moins 50. Donc il y a des choses qui valent le coup et il y a des endroits un peu moins. Pour les commerçants, les soldes sont l'occasion d'écouler leur stock de marchandises. Mais cette année, crise sanitaire oblige, l'objectif est également de rattraper le manque à gagner du confinement. Les gens, ils sont un peu restés chez eux et ça, on les comprend. Mais une fois qu'il y a eu le déconfinement, on les a bien sentis, ils sont revenus et tout. Ça a été bien pour nous. Ouais. Les 2 semaines et demie de soldes sont là pour déstocker et préparer les commandes de l'année prochaine et surtout rattraper les 2 mois et demi de fermeture. Donc je pense que les commerces sont en attente. En fait, pour vous dire, juste avant, entre guillemets, l'effet piment rouge, les affaires allaient très bien. Donc est-ce que effectivement c'est l'aspect psychologique qui a freiné la consommation? C'est autant de questions à se poser. Effectivement, comme vous le savez, le commerce, c'est d'abord la confiance. Les commerçants ont donc un peu plus de 2 semaines pour se refaire une santé avant l'opération Black Friday et les fêtes de fin d'année. Oui, sachez que 400 commerces vont jouer le jeu des soldes pendant les 15 prochains jours. On continue de parler économie avec le CESEC qui dit oui à un projet de loi de pays qui dispense de procédure les PME du bâtiment et de l'agriculture pour la passation de marchés publics jusqu'à 15 millions de francs. Il s'agit, selon les représentants de la société civile, de faciliter la relance de la commande publique pendant 2 ans. Le projet de loi sera présenté prochainement à l'Assemblée. Comment se déplacer en respectant l'environnement autant que possible? Le concours baptisé Écomobilité a connu son petit succès. Le grand gagnant s'appelle Nar Ipo. Il a proposé en chanson et à travers un clip toute une liste de mesures avec humour. Le deuxième prix revient à Tianoa Periou qui a lui présenté les points forts du covoiturage, de la marche et du vélo. Il s'agissait bien sûr de trouver une alternative à la voiture. On écoute tout de suite l'organisateur du concours Écomobilité, Lucien Pommier. Il explique à Hiro Terorotua dans quelle mesure cette initiative s'inscrit dans une démarche verte. Alors elle s'inscrit tout d'abord dans des actions qui sont mises en place par la Polynésie française dans le développement des transports publics, de l'écomobilité pour proposer en fait différentes solutions pour que les Polynésiens puissent se déplacer autrement avec ce qu'on appelle une mobilité durable. Et elle s'inscrit dans une semaine européenne de la mobilité qui a duré pendant 1 semaine où on a pu, avec d'autres acteurs et notamment des sponsors qui ont pu promouvoir les différentes mobilités durables en Polynésie. Et 14 participants ont été récompensés par le ministère des Grands Travaux. Notre page politique avec comme chaque soir un gros plan sur les candidats au sénatorial. Vous le savez, chaque élection a son lot de candidats totalement inconnus, issus de la société civile qui veulent tenter leur chance. Sans grande conviction, c'est ce soir que vous allez entendre leur voix. 3 candidats, Rolfi Chang, Teri Orei Opa et Paul Bontour, ont décidé de se présenter dans leurs programmes respectifs. La relance économique via l'Europe, le tourisme haut de gamme ou encore l'indépendance planifiée. De jolis thèmes sur le papier. On voit cela avec Caroline Fary et Patita Savia.
Rolfi Chang, 41 ans, sans étiquette, se présente pour la première fois à une élection. Ce prestataire de services originaire de Papeete axe son programme sur l'application du Code général des communes. Pour lui, la relance économique passe par 2 leviers, l'Agence française de développement et l'Europe. Il espère faire de la Polynésie une région ultra-périphérique d'outre-mer. La station d'épuration que nous avons en toile de fond a été financée par le FED, le Fonds européen de développement, à hauteur de 7 milliards pacifiques. C'était un programme sur 15 ans. Donc la station a été construite en 2014 et opérationnelle en 2016. Donc à ce jour, elle a 4 ans. Je souhaiterais ce type de station pour la plupart des îles. Donc voilà, pour répondre aux obligations du Code général des collectivités territoriales. Après une première tentative aux législatives de 2012, Terry Orei Oopa, 39 ans, sans étiquette, attaque les sénatoriales en duo avec l'ancienne conseillère municipale de Pire, Laisa Teanini Uraitemoana. L'arrière-petit-neveu de Puvana Oopa base son programme sur la promotion du tourisme haut de gamme. Il espère aussi combattre la corruption des élus. Je souhaiterais instaurer un code du tourisme pour s'assurer que la qualité de service soit au rendez-vous, compte tenu du contexte sanitaire. La corruption, malheureusement, la Polynésie a été classée par Transparency International comme territoire français le plus corrompu de France. Donc ça, c'est une chose. Il y a donc la différence entre les salaires du public et du privé. Donc le privé a du mal à suivre. Enfin, Paul Bontour, 64 ans et retraité, se lance dans la campagne sous la bannière de la France insoumise. Avec sa suppléante Mareva Ratanegui, leur objectif est clair, redonner le pouvoir au peuple via une démocratie participative et changer la Constitution pour aboutir à une indépendance planifiée, à l'instar de nos voisins calédoniens. Avec nous, terminer les magouilles, les privilèges, les girouettes, les casseroles. Il n'y aura aucune compromission. Aux grands électeurs, je leur adresse un message clair. Il y a urgence politique et sociale et climatique à agir rapidement. Vous êtes responsables et redevables surtout, à l'issue de ce scrutin envers vos administrés. Ne renouvelez pas votre confiance envers des candidats opportunistes qui vous ont trahis tant de fois et qui ne pensent qu'à leur galette. Ces 3 candidats issus de la société civile devront convaincre les grands électeurs dimanche 27 septembre. Et sachez que nous serons dès 8h30 en direct dimanche matin depuis le bureau de vote à Papeete. Nous vous donnerons aussi les résultats des élections à midi, les réactions et les détails à retrouver le soir dans les journaux. Direction les Marquises à présent pour parler tourisme. On part à Nukuhiva où la section petite et moyenne hôtellerie du CETAD vient de rouvrir au programme de la formation qui dure 2 ans, cuisine, service, hébergement et animation culturelle. L'établissement dispose d'un restaurant d'application d'une 20aine de couverts dans lequel les étudiants vont pouvoir se familiariser avec les rudiments de la pâtisserie française associés aux produits locaux. Cette semaine, c'était journée porte ouverte. Le professeur principal de la section, Grégory Bru, nous en dit plus sur les enjeux du restaurant. Il répond à notre correspondante Marie Curva. Les élèves vont voir bien sûr la partie cuisine, la partie dressage, la partie service et également des cours un petit peu plus théoriques sur l'hygiène alimentaire, sur les aliments. La partie service, c'est peut-être la partie qui est un petit peu plus compliquée pour eux avec la relation avec les clients, surtout pour les premières années, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et sachez que la Journée mondiale du tourisme sera célébrée dimanche. On va rester dans les îles juste après ce journal avec le magazine de la rédaction Vevo qui vous emmène à Arutua, au Tuamotu, pour parler de la crise de la perle en pleine épidémie de coronavirus. Le secteur a chuté de 100% depuis le mois de mars et toutes les ventes sont au point mort. Voici un extrait du magazine réalisé par Raya Tatarahu et Patrick Tinsin. Regardez. C'est ma salle de greffe. D'habitude, c'est toujours plein de monde. Et moi, j'ai 8 greffeurs chinois et depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, je suis en cessation d'activité. Un nouvel exemple de dépendance. En Polynésie, 280 griffeurs chinois sont employés contre seulement 60 au niveau local. Une main-d'œuvre bon marché et plus performante selon les professionnels. On a l'habitude d'être en activité tout le temps et là, on ne fait rien. La suite dans un instant. Vevo vous propose aussi un zoom sur le navire chinois échoué à Arutua et sur la construction de bancs publics avec des matériaux de récupération
aux Marquises. 7,5 kg et plus de 1000 pages de textes et photos répartis en 2 tomes. Le mémorial du bagne calédonien vient de sortir aux éditions Au Vent des Îles. Son auteur Louis-José Barbançon, docteur en histoire, a consacré 45 ans de sa vie à l'étude du bagne de Nouvelle-Calédonie. Il est lui-même descendant de bagnards. Dans les 2 tomes, beaucoup de photos accompagnées de commentaires historiques. La période a profondément marqué la culture locale. Et si on partait à la rencontre d'une Polynésienne installée en Bretagne, à Quimper, depuis près de 40 ans et qui peint des motifs polynésiens sur ses poteries. Elle s'appelle Reimata Gouzien et elle a décidé d'imprimer sa marque sur l'argile, tout un art. On voit cela avec Chloé Borgnon et Vivien Charrère. Je m'appelle Reimata, je viens d'un île qui s'appelle Rurutu, à 1000 km de Tahiti. Je suis mariée avec un natif de Finistère Nord, bientôt 38 ans de mariage et 3 enfants. C'est agréable de travailler l'argile, c'est l'amour du travail manuel, on se sent bien. L'amour du travail manuel, héritage de sa grand-mère en Polynésie, Reimata l'applique aujourd'hui à la poterie, un artisanat qu'elle a découvert en arrivant en Bretagne. J'étais obligée de former pour pouvoir connaître un peu les bases, pour pouvoir travailler sur la céramique, l'argile. Depuis 9 ans, Reimata crée ses poteries chez elle, dans son village près de Quimper. Et voilà. Et dans son atelier trône le four, pièce indispensable pour cuire ses créations. On dit qu'il faut biscuiter. Première cuisson, biscuiter. Puis une seconde cuisson pour fixer l'émail. Chaque poterie demande 24 heures de préparation. Et voilà, c'est cuit. La phase finale. Motifs maoris, fleurs de tiare, tiki s'invitent sur les vases et les bols, comme un coin de Polynésie au cœur de la Bretagne. Et sur les étagères, des symboles de son île de Rurutu. Les Australes sur des poteries bretonnes, donc. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Une dizaine de familles installées de leur propre chef sur le Mare Arahurahu de Paea, qui se sont donné le nom de royaume polynésien de Hato'oi, ont été expulsées par une 50aine de gendarmes ce matin. Aucune échauffourée à signaler. Et à la une de la presse demain, à la une de la dépêche d'abord, les Polynesian Kingdom expulsés du Marae. Tahiti Info titre aussi sur l'expulsion. Expulsion tendue, mais sans heurts. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous chaque soir. Dans un instant, le magazine de la rédaction, Vevo. Mais nous tenons à saluer d'abord la mémoire de notre correspondant à Hivaoa, Sylvain Lamiral, qui vient de nous quitter des suites d'une longue maladie. C'est lui qui nous envoyait des informations, des images et des interviews depuis l'île de Jacques Brel et de Paul Gauguin. On pense à sa famille ce soir et à ses proches que nous embrassons chaleureusement. On termine ce journal avec ces images à lui. Excellente soirée, à demain. Restez optimistes. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobile. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.